Je suis en route pour aller interviewer Xan, il est installé au Vietnam depuis 2018 et dans cette vidéo, il va nous dire le bon et le moins bon de son expérience à l'étranger. Allez, c'est parti, commençons par le commencement, les présentations. Eh ben, je m'appelle Xan, je suis tenancier de bistrot à Saigon, j'ai 38 ans. Je viens plutôt de Paris, même si j'ai grandi pour partie dans le sud. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu es au Vietnam? J'habite au Vietnam depuis 5 ans. Ok, depuis 2018. Depuis 2018, tout à fait. D'accord, super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu faisais avant de t'être expatrié au Vietnam? Bon, alors j'ai fait pas mal de trucs, mais disons que l'essentiel c'était du travail de comédien et du travail d'écrivain. D'accord. Voilà. Tu t'as fait quoi comme études? J'ai fait des études en histoire et en sciences politiques. Ok. Grande utilité pour tenir un bistrot à la fin, comme tu t'en doutes certainement. Ah ben, il y a peut-être une utilité, quelquefois tu peux nous ressortir. Dans l'écriture, il y a une utilité. Ouais. Ouais. Ok. Puis ça anime les conversations, c'est sûr. Certainement, certainement. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, pourquoi tu as choisi le Vietnam? Bon, alors ce serait mensonger de dire que c'est vraiment un coup de cœur. C'est plutôt un choix raisonné. En fait, j'ai toujours eu une certaine tendresse pour l'Asie. D'accord. Pour l'Europe de l'Est et l'Asie. C'est les territoires où j'ai le plus traîné mes guêtres. L'Asie en général? L'Asie en général, ouais. D'accord. Et je suis venu quand même assez souvent en Thaïlande, en Indonésie, au Cambodge, au Vietnam. Voilà, dans les pays de la région, et je pensais que le Vietnam était un pays dans lequel il y avait peut-être plus d'opportunités que quelques autres pays autour. Par exemple la Thaïlande, où les gens sont installés depuis quand même très longtemps et ont déjà monté beaucoup de business. Voilà, j'avais l'impression qu'au Vietnam il y avait plus de voies ouvertes. Ok, ouais. Plus de possibilités. Plus de possibilités. Ok. Ouais. Et par ailleurs, je suis venu, ça c'est un élément personnel, mais c'est pas grave, je suis venu avec mon ex-femme qui avait fait une reconversion professionnelle dans le chocolat. Et comme le Vietnam est un pays producteur de cacao, c'était intéressant pour elle aussi d'être là. Okay. Donc ça a été un choix concerté de notre part de venir ici. Ok, donc vraiment pas sur un coup de tête? Non, c'était réfléchi, clairement. Et c'était pas une première fois au Vietnam? Et c'était pas une première fois, ouais. Quatrième question. Maintenant, je suis curieux de savoir les différences entre ta vie d'avant en France et ta vie de maintenant au Vietnam. Bon, déjà dans le quotidien, je marchais beaucoup par exemple en France. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en arrivant ici. C'est que au Vietnam les trottoirs sont pas terribles. Les gens utilisent le motorbike tout le temps. L'infrastructure de transport en commun est pas top non plus. Donc on se retrouve assez rapidement à acheter un scooter et à faire les déplacements du quotidien en scooter plutôt qu'à pied. Et ça, c'est peut-être quand même quelque chose qui manque à un moment donné, une espèce de pratique physique de la marche que j'avais notamment à Paris, quoi. Tu vois, j'allais au métro, dans le métro tu marches, en sortant du métro tu marches, pour rentrer chez toi tu marches. Ici tu marches plus. Donc très souvent les gens qui viennent s'établir prennent une tonne parce que tu manges, tu fais pas beaucoup d'efforts physiques. C'est pas faux. Ce qui explique peut-être aussi la multiplication des salles de gym un peu partout en ville. Voilà, donc ça c'est une première chose. Après, le fait de pratiquement plus faire à manger. Comme on mange beaucoup dans la rue, c'est pas cher. Bon, moi je vis en maison vietnamienne par exemple. Les maisons vietnamiennes, l'espace cuisine est vraiment restreint. Du coup, on n'a pas forcément ni la place, ni les instruments pour se faire à manger correctement comme on faisait en Europe. Et on va manger beaucoup dehors, on va acheter beaucoup de trucs à emporter pour manger à la maison. D'une certaine façon, on croit qu'on va manger plus sain et qu'on va vivre plus sain en arrivant en Asie, et c'est souvent pas le cas. Souvent pas le cas. Exact, ouais. Parce qu'il est difficile justement de prendre le temps pour toi de cuisiner quelque chose de sain. Ouais, c'est assez compliqué. Ouais. C'est assez compliqué. Après, je vois que ma femme parvient à le faire ici, mais parce qu'en fait, elle a une pratique de viette, c'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de place sur la table, elle prend les trucs, elle les écrase par terre avec le pilon, voilà, eux ils s'installent par terre. Moi je sais pas faire à bouffer par terre, moi il me faut un plan de travail. Et donc pour moi c'est plus compliqué que pour elle. D'accord. Finalement les seuls moments où je fais vraiment à manger c'est ici pour le bar et pour le resto. Ouais. Mais pour moi à la maison, pas vraiment.
Et d'ailleurs, ma femme, à nouveau, se moque de moi régulièrement parce qu'elle me dit, je vois pas comment, quand tu es dans le bistrot, tu arrives à faire des plats jolis, raffinés, et à la maison tu manges n'importe comment. À la maison, je cuis vaguement un truc, puis ça y est, quoi, on y est. Donc je pense qu'il y a ça, il y a une espèce de peut-être de laisser aller un peu généralisé auquel il faut faire attention quand on vit ici. C'est pas faux. Le mode de vie est peut-être en réalité assez malsain. Autre chose, autre différence majeure que tu pourrais voir entre la France et le Vietnam, entre ta vie en France et au Vietnam? Bon, c'est sûr que tout coûte un peu moins cher ici. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir quand même, par exemple, un endroit où vivre qui va être plus grand. On peut acheter un motorbike, là, un scooter pour vraiment un prix dérisoire. On peut facilement se faire plaisir. On se dit on part en voyage, on prend un bus pour aller sur une ville côtière, ça coûte rien. De rester sur place, de dormir à l'hôtel, ça coûte pas grand chose. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles. L'inconvénient, c'est qu'il y a quand même une espèce de forme d'insécurité. Alors, pas l'insécurité du type agression dans la rue, une insécurité par rapport à l'avenir, c'est-à-dire on sait qu'on construit un peu tout sur du sable. On peut être amené à devoir faire des allers-retours en dehors du pays pour des visas régulièrement. À chaque fois qu'il y a un renouvellement de visa, c'est un stress, on n'est pas sûr que ce soit renouvelé, donc on garde quand même dans un coin de l'esprit qu'à un moment donné, il faudra peut-être tout replier vite fait et se tirer du pays parce que ça peut tourner court. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose qui continue à m'habiter. Alors, est-ce que du coup, tu trouves ta vie au Vietnam plus stressante ou pas par rapport à ta vie en France? Surtout que bon, tu as vécu beaucoup de temps à Paris. Ouais. Qui, selon moi, à titre personnel, je trouve beaucoup plus stressant que le sud de la France. Ouais, mais moi, j'étais pas stressé à Paris. Hein. J'étais pas stressé. Donc, du coup, est-ce que tu te sens plus stressé ici ou pas? Ouais, je pense que je suis un peu plus stressé ici, ouais. D'accord. Je suis un peu plus stressé ici du fait de cette espèce d'inconstance que j'expliquais plus tôt. Parce que tu n'arrives pas à te projeter dans un futur plus ou moins lointain? Ouais, ça c'est un peu compliqué, ouais. Ok. Ça c'est compliqué. Disons quand même qu'en Europe, il y a beaucoup de choses qui vont pas très bien, j'entends, mais on est relativement sûr qu'on va pas se faire foutre dehors de la France quand on est français. Il y a quand même des mécanismes un peu pour te sauver si jamais tu tombes dans une situation qui est très précaire. Ici, c'est un peu plus compliqué. Voilà, ici, si jamais il y a un gros pépin de santé, c'est compliqué. Quand on imagine le fait peut-être d'avoir des enfants, ça amène aussi des considérations qui sont complexes parce que quid du prix des écoles et si les enfants veulent faire des choses un peu particulières, avoir des activités particulières. Bon, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas quand on est en France parce qu'on sait qu'il y a quand même un État derrière qui sécurise le truc. Ici, sont un peu problématiques. D'accord. Ouais. Donc la projection dans le futur, à mon avis, ça nécessite toujours d'avoir des combines de secours au cas où, toujours un plan B. Il se passe ça. Si jamais ça tourne court du fait ou des visas ou d'un problème de santé ou d'un problème d'argent ou d'un problème autre qui nous tombe dessus, avoir une option B, voire une option C. Ça, c'est peut-être quand même le motif de stress principal ici. Ok, donc tu arrives en 2018, ça fait maintenant presque 5 ans que tu es au Vietnam. Ouais. Bien évidemment, pour toutes ces années, il faut bien de quoi se nourrir. Et pour se nourrir, il faut un peu d'argent quand même, pour se loger aussi. Et donc, je suis curieux de savoir quel boulot as-tu fait depuis que tu es arrivé ici au Vietnam? Bon, alors déjà, je suis arrivé avec un petit pécule pour pouvoir survivre les premiers temps convenablement. Et je fais une différence assez nette entre les expatriés et les immigrés. Moi, je me considère comme un immigré. C'est-à-dire, je suis arrivé avec une situation qui était inconfortable. J'avais pas un logement de fonction, j'avais pas un salaire occidental pour vivre dans un pays où le niveau de vie est plus bas et donc on a beaucoup de possibilités. Donc j'ai vraiment fait un petit peu les plans galères que les immigrés font en arrivant. Le grand plan galère des Européens notamment, c'est prof d'anglais. D'accord. J'ai fait un petit chouïa prof d'anglais, un petit chouïa prof de français, honnêtement pas très longtemps. Assez rapidement, j'ai trouvé des plans pour des shootings, du cinéma, puisque je suis comédien de métier. D'accord. Donc ça tombe de temps en temps. Tu peux pas dire que tu vas te nourrir avec ça au Vietnam, mais ça met du beurre dans les épinards.
Après, j'ai continué à faire ce que je faisais en Europe, c'est-à-dire moi j'écris aussi pour des compagnies de théâtre, pour des compagnies de voltige équestre, de cirque, je fais du game design, donc j'écris pour des compagnies qui font du jeu, des choses comme ça. Ça, c'est des contrats que j'ai continué à avoir d'ici. À dire vrai, d'écrire du Vietnam ou d'écrire de mon appart à Paris, ça ne changeait pas grand-chose. Donc voilà, en mettant un peu tous ces éléments bout à bout, j'ai réussi à m'en sortir et à vivre convenablement pendant quelques temps. Et sans trop taper dans ton pécule ou en tapant dedans un peu quand même? Honnêtement, j'aurais pu ne pas taper dedans. D'accord. J'aurais pu ne pas taper dedans parce que j'ai des besoins très modérés. Comme je disais tout à l'heure, je vis en maison vietnamienne, donc c'est autre chose que de vivre dans des bars d'appartements très modernes. La maison n'est pas moderne du tout. Elle est comme souvent les maisons viettes, ça prend la flotte. 3 fenêtres sur 4 sont murées. C'est des pièces un peu exiguës, plein de pièces mais exiguës. C'est un voisinage relativement bruyant, mais c'est pas cher. C'est pas cher et puis ça fait un peu le charme d'une expatriation aussi, de vivre dans ce genre de quartier. Pour la nourriture, on en parlait tout à l'heure, ça coûte pas trop cher. Donc en réalité, j'aurais pu, en mettant tout bout à bout et en vivant chichement, m'en sortir. Mais de temps en temps, on a envie de faire un petit voyage et donc c'est plutôt là que le pécule en prenait un coup. Quand je me disais, tiens, j'irais bien passer quelques jours dans un pays autour ou aller au Nord-Vietnam. Mais j'aurais pu me débrouiller. D'accord. J'aurais pu me débrouiller. Et il faut aussi considérer que c'était une époque où les visas coûtaient pas trop cher. Maintenant, c'est une autre paire de manches. En ce temps-là, si mon souvenir est bon, je crois qu'on achetait pour l'équivalent de 30 ou 40 euros un visa qui faisait 3 mois. Maintenant, si on doit faire des visa run à la frontière cambodgienne, entre le bus, l'achat des visas et tout, c'est difficile de s'en tirer pour moins de 80 euros par mois. Ouais, quand même, ouais. C'est autre chose. Quand même. C'est autre chose, ouais. Quand même, c'est vrai que c'est un budget. C'est un budget et 80 c'est l'option cheap. Hein. C'est vraiment en partant soi-même avec son scooter. Ouais. Sinon, on est plus à 100, 120 euros si on veut partir avec un bus, pas perdre trop de temps. Donner ce qu'on appelle la coffee money aux gens à la frontière, donc un petit bifton pour que ça passe bien, qu'on ait le tampon. Il y a quand même un truc à considérer de ce point de vue-là. C'est devenu difficile de vivre avec 500 balles au Vietnam. D'accord. Avec 800 balles, on peut s'en sortir. Avec 500, c'est dur. Ouais. D'accord, ben on va parler du budget, alors on va venir directement à cette question. Quel budget, du coup, tu considères nécessaire pour vivre normalement, pas pour survivre, pour vivre normalement, mais pas au-dessus de ses moyens, au Vietnam par mois? Ben voilà, si on n'a pas de poste, voilà, si on n'a pas été détaché par une entreprise ou quelque chose comme ça, si on a des attentes qui sont modestes, je pense qu'avec 800-900 euros, on peut vivre correctement. Okay. On peut vivre correctement sans se priver. Là, 800-900 euros, on peut quand même aller boire des coups, on peut quand même aller manger un petit peu au resto de temps en temps. Voilà, on peut ne pas être inquiet trop. Si on veut vraiment serrer la ceinture, vivre à minima, peut-être qu'avec 600 balles on s'en sort, mais ça doit être une vie quand même un peu difficile. Ça doit être un peu difficile et de surcroît, il faut considérer que là les prix augmentent beaucoup au Vietnam. Les prix de l'immobilier, ça devient absolument délirant. C'est incroyable. Les prix de la bouffe, ça se voit pas forcément beaucoup, mais quand même ça se ressent. Ça se ressent, c'est des petites augmentations, mais un peu partout, un peu sur tous les produits. Sur les 5 dernières années, par exemple, le prix de la viande, moi j'ai vu que ça a beaucoup augmenté. La viande de porc, par exemple, qui coûtait rien avant. Maintenant, c'est autre chose. Donc voilà, si on est vraiment limite, on va se noyer. Si on est vraiment limite, quand il va y avoir le moindre pépin, c'est fini. Ça te met dans une situation inconfortable. Donc c'est pour ça, je dirais peut-être 800-900 euros, ça va. 1000 euros pour être large? 1000 euros, on est pas mal, quoi. Ouais. On est pas mal. Et après, si on arrive à toucher l'équivalent d'un SMIC français, on peut vivre bien pour l'instant ici. Ouais. Considérons aussi que je suis en train de parler beaucoup, moi, des villes, puisque je vis à Saigon. Dans la campagne, c'est autre chose. Hein. Si c'est une petite ville du Mekong, si c'est un village, ça doit être complètement des gammes de prix différentes. Clairement. Mais il y a aussi des facilités qu'on n'a pas.
Quand on est dans un petit village, eh ben, il y a tout un tas de trucs qu'on ne peut pas trouver facilement. Quand on veut aller à l'aéroport, bah, ça a un coût supplémentaire. Il faut peut-être prendre des nuits d'hôtel avant de prendre son avion. Voilà, il y a d'autres éléments à considérer. Ok, donc tu arrives au Vietnam, tu fais des petits boulots, prof de français, prof d'anglais, tu continues à écrire. Ah oui, oui, oui. Et puis après vient cette opportunité d'ouvrir un bistrot. Ouais. Donc au repère, voilà. Ici dans le district 2 à Saigon. Voilà. On va faire un petit tour après, montrer un peu à quoi ça ressemble. Comment... Déjà, ça fait combien de temps que tu as ouvert ce bistrot? Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi, Ouais. D'accord. Et comment est venue l'opportunité? Qu'est-ce qui a fait que tu as ouvert ce bistrot? Alors, techniquement, c'est pas moi qui l'ai ouvert, pardon, c'est le bistrot de ma femme. D'accord. Voilà, donc sur les papiers, j'existe pas vraiment. C'est ouvert, c'est une société vietnamienne ouverte par ma compagne de l'époque, devenue mon épouse en cours de route, mais enfin voilà. Comment l'opportunité s'est faite? En fait, j'avais un copain peintre qui voulait changer de local pour son atelier de peinture et qui voulait se déplacer dans le district 2. Et on avait plus ou moins imaginé ensemble d'ouvrir ce local-là pour quelques soirées spéciales, dans le week-end ou sur les heures de fermeture du studio de peinture à proprement parler, pour faire des événements. Et c'était, ma foi, en novembre 2019, excellent calendrier s'il en est. Clairement. Et le camarade en question, lui, vendait principalement pour l'exportation et ça a tourné mal pour lui, puisque les exportations du pays ont été fermées pendant quelques temps avec cette histoire de Covid. Et donc, ça a périclité complètement son histoire. Moi, j'étais pas vraiment sur le contrat, ma femme non plus, à dire vrai. On aurait pu se casser, on aurait pu dire allez, on laisse tomber, mais on commençait à avoir des clients réguliers qui venaient boire des coups en dehors des moments où on faisait les événements, qui m'appelaient, qui disaient « Tonton, tu pourrais pas nous ouvrir là, qu'on vienne boire l'apéro ?» Et j'avais pas envie de créer des 100 bistrots fixes, donc je me suis dit on va quand même voir si on peut tenir ce rad quelque temps. Et donc avec ma femme on a décidé de maintenir et de développer, puisque au départ moi je sous-louais un tout petit espace dans ce local là, et par la suite on a dû aménager tout et puis faire évoluer le bar. D'accord. Voilà. Donc le bar tel qu'il est maintenant à proprement dit, Ouais. ça fait plus ou moins combien de temps que c'est opérationnel comme ça? Ça fait, je dirais, 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans. Tout au début, vraiment, moi j'occupais un tiers de la surface, quoi. Un tiers de la surface, il n'y avait pas de restauration. Et puis petit à petit, bah, je me suis équipé. J'ai acheté des bécanes pour faire de la bière pression. J'ai acheté plus de frigos. J'ai embauché des cuistots. On a monté une cuisine. On a monté un coin artisanat où ma femme fait des bijoux, des colis fichés, elle vend des vêtements seconde main aussi. On a acheté des jeux, plein de jeux, des jeux de société, des jeux de plateau, des jeux d'arcade, des jeux vidéo, des jeux de fléchettes, du baby-foot. Voilà, et c'est devenu finalement une espèce de... C'est devenu un repère. C'est un repère, voilà, Ouais. ouais, c'est devenu un repère et c'est un petit rad alternatif. Un peu comme on peut trouver en Allemagne, à Berlin, comme on peut trouver en France, dans tout un tas de villes, à Paris ou ailleurs. Voilà, mais ça a évolué avec le temps, ça a évolué aussi en fonction de ce que les clients demandaient. D'accord. Je pense qu'il faut rester un peu constant sur ce qui était notre idée, mais il faut aussi être capable de s'adapter à ce que les gens veulent. D'accord. Et je ne suis pas mécontent finalement de la tournure des choses. J'aurais pas pu te dire 3 ans en arrière, tiens, ça va devenir exactement comme ça. Je refusais obstinément de faire de la bouffe parce que je savais quel immense emmerdement c'est de gérer le stock, de gérer le staff, etc. Mais bon, écoute, ça c'est fait. Je crois que finalement c'est quand même plutôt une bonne expérience. Pour la bouffe, je te comprends à 300%. J'ai eu quelques affaires dans la restauration. C'est des maux de tête tous les jours. Mais à part ça, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que tu pourrais dire qui est compliqué quand tu montes un business au Vietnam? Bah, disons qu'il y a déjà une partie administrative. C'est-à-dire vraiment de créer la société, d'obtenir tous les papiers dont tu as besoin pour ouvrir la compagnie et pour faire tourner un business, c'est pas simple. C'est pas simple et c'est un peu au bon vouloir des administrations, c'est un peu au bon vouloir des flics.
qui sont les flics de ton quartier, du quartier de l'endroit où tu vas ouvrir le bar. Et ça peut être vraiment un repoussoir. De surcroît, il y a beaucoup de papiers que tu vas mettre très longtemps à obtenir. Et si tu attends d'avoir absolument tous les papiers pour commencer à bosser, clairement tu ne bosseras pas. Donc dans ces papiers-là, souvent la licence d'exploitation de la compagnie, ça va, tu l'as facilement. Mais les papiers de la commission d'hygiène, les papiers de la commission de sécurité incendie, ça peut être long et compliqué à obtenir. Et de la même manière, il n'est pas forcément facile d'arriver à être vraiment dans le cadre légal. C'est-à-dire, en fait, il y a beaucoup d'exigences et le cadre légal est très supérieur souvent à ce que ton bâtiment va permettre de faire. Donc tu vas beaucoup t'emmerder à faire les travaux de structure. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut considérer. Par ailleurs, au niveau de la location, un truc que j'ai vu souvent, c'est des gens qui louent un endroit. Tout a l'air hyper clair avec le proprio et finalement, au milieu de l'exploitation, le proprio te dit qu'il faut dégager parce qu'en réalité, tu ne louais pas au propriétaire, mais tu louais à un mec qui louait lui-même au propriétaire, qui a construit une bâtisse sur le terrain et qui te sous-loue la bâtisse. Alors ça, il y a une espèce de millefeuille bizarre dans les systèmes de location et de sous-location au Vietnam qui fait que tu peux te trouver dans des problèmes assez régulièrement. Ouais. Ça, c'est des choses à vraiment garder en tête. Il faut quand même une certaine forme de souplesse. Il faut se dire que ton établissement, tu peux avoir à le déménager plusieurs fois avant de trouver un local qui va être un local fixe dans lequel tu seras bien. Et quand tu tombes sur un proprio qui est pas mal, il vaut mieux le garder. Il vaut mieux le garder, y compris si ton bâtiment n'est pas exactement comme tu le voudrais. Mais si ton proprio n'est pas pourvoyeur d'emmerdement, garde-le parce qu'un mauvais proprio, ça peut t'amener à galérer pendant des mois et des mois. Et à perdre ton business. Et à perdre ton business éventuellement, ouais. Après, sur la partie, je dirais, pratique quotidienne, ce qui est un peu difficile au Vietnam, c'est de gérer le staff. D'accord. Ouais. Ça, c'est quand même un truc qui est problématique. Qu'est-ce qui est le plus problématique avec le staff? C'est que, en fait, la parole donnée au Vietnam n'est pas un truc très ferme. En particulier, je pense que tous les gens qui ont des business, mais y compris des choses qui n'ont rien à voir avec les boissons et la nourriture, te diront, on fait un entretien d'embauche avec un gars, on discute avec lui 1 heure, 2 heures, on lui montre le taf, on lui dit tu vas prendre la nuit pour réfléchir, demain tu nous écris pour nous dire si tu es toujours intéressé par le taf, si tu veux démarrer ou pas, et si c'est pas le cas, il n'y a pas de problème, tu nous dis c'est pas le cas, personne n'est fâché, tout se passe bien. Et le mec le lendemain va te répondre oui, et le surlendemain, le jour où il doit venir au boulot, il vient pas. Le oui japonais. Voilà. Et ça, c'est un truc que tu prends régulièrement dans les dents ici. Du staff dont tu te dis tiens, j'ai l'impression que tout va et qu'il disparaît. Et d'ailleurs, il ne disparaît pas nécessairement parce que ça ne va pas. Parfois, ils disparaissent parce que leur objectif, c'était simplement de gratter tel nombre de millions. Voilà, une fois qu'ils ont bossé assez pour obtenir 6-8 millions parce qu'ils veulent s'acheter un truc, ils disparaissent. Et ils ne te le disent pas. Ou alors, ils ont eu une autre offre d'emploi et ils disparaissent. Le problème n'est pas tellement qu'ils le fassent, le problème est qu'ils ne te le disent pas. C'est sérieux, voilà. Ouais. Les gens me le diraient, ils diraient écoute, moi mon objectif c'est de bosser 3 mois, après je m'en vais, il n'y a pas de souci, je peux m'organiser, on se débrouille. Mais toi, à 2 mois et 30 jours, tu crois que tout est bon, boum, au début du 3e mois, le type vient pas, tu comprends pas pourquoi. En gros, c'est tous les jours tu ouvres la porte et tu ne sauras jamais qui est devant, c'est ça? Quasiment, ouais, quasiment. Donc quand tu peux trouver quelqu'un qui est vraiment fiable, c'est un miracle, c'est une merveille. Quand tu trouves un staff qui est fiable, et d'ailleurs, c'est tout à fait drôle, les gens en ville essaient de se les faucher, les bons staffs, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Ça, c'est un truc typique à l'Asie, j'ai envie de dire. Enfin, l'Asie du Sud-Est. Ouais, à l'Asie du Sud-Est, ils ont encore cette facilité de pouvoir changer de boulot comme ça et pas avoir la pression de faire rentrer un salaire tous les mois et tout ça. Du coup, ben voilà, bon, ben comme tu dis, j'ai besoin de 10 millions, je vais m'acheter ça. Bon, je fais 10 millions et puis après, goodbye, quoi. Mais ça, moi, en substance, ça me dérange pas, tu vois. Oui, si on te prévient, si tu le sais, du moment que tu le sais à l'avance, tu peux te préparer, donc c'est ça qui est bien. Mais quand tu le sais pas. D'une certaine façon, je suis assez content que les gars soient pas obligés de.
tu vois, de vivre dans la trouille, Oui, de oui, perdre oui. leur emploi, comme on connaît. Ils n'ont pas en le couteau Europe. sous la gorge, quoi. Voilà, ça ne me pose pas de problème. Ce que tu dis fort justement, c'est que qu'ils te le disent, quoi. Bah oui, ça Voilà, puis tu t'arranges. Voilà. Ça, ce serait bien. Que tu puisses voir venir, quoi. Voilà, ouais. Donc ça, ce serait la difficulté majeure que tu... Je pense, ouais, une fois que l'installation est faite, une fois qu'on a dealé avec les autorités, une fois qu'on a fait les travaux qui étaient nécessaires, une fois qu'on a obtenu la paperasse, qu'on est bien, que le business peut rouler, la difficulté à gérer au quotidien, c'est ça. Donc est-ce que tu penses que, du coup, la présence des patrons est en fait indispensable alors? Moi, je pense, ouais. Ouais, je pense que c'est ce qui fait la différence entre un établissement qui tourne avec une certaine constance et les autres. Il y a beaucoup d'établissements qui à un moment donné vont connaître une heure de gloire, ça va bien marcher parce qu'il y a une bonne configuration, ils ont du bon staff, le patron est là, et puis le patron va commencer à s'absenter régulièrement et bon, ça va se casser la gueule petit à petit. Je pense qu'il y a nécessairement besoin déjà d'être intéressé à ce qu'on fait, de ne pas vouloir faire juste de l'investissement, pas vouloir juste faire rentrer de la fraîche, mais avoir que ça te plaise. une passion, avoir de l'intérêt pour ce qu'on fait, avoir, dans le cadre d'un bistrot aussi, avoir un certain amour de sa clientèle aussi, quoi, tu vois, d'apprécier ce qu'on vient faire, de venir bosser avec plaisir, et donc aussi de suppléer au manque quand à nouveau il y a des staffs qui disparaissent. Ben oui, mais si le taulier est là, ça va. Il faut toujours tout vérifier, il faut toujours être derrière. Peut-être que c'est une règle d'ailleurs générale de par le monde et pas que en Asie, mais je trouve qu'en Asie c'est très frappant. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des établissements qui tournaient pas mal et qui en fait ont arrêté, non pas parce que c'était pas rentable, mais parce que c'était trop usant de devoir systématiquement faire des entretiens pour réembaucher du staff, le former un mois ou deux puis il disparaît. Ça te coince aussi physiquement, c'est-à-dire que tu n'as pas la licence de partir quand tu voudrais partir, il y a d'autres opportunités que tu ne peux pas avoir. Tu ne te dis pas, tiens, je vais rentrer voir ma famille ou mes amis trop régulièrement, parce que quand tu n'es pas là, comment ça va tourner? Voilà. Tu peux pas dire je vais mettre un manager, mais ça se trouve le lendemain, le manager n'est déjà plus là. Et il peut dégager aussi, ouais. Après, je pense que c'est justement une force des Occidentaux et des Européens particulièrement. C'est qu'on a une discipline de travail qui fait un peu la différence avec les locaux. Et donc il y a une plus-value, il y a un truc qu'on peut amener définitivement ici. Ouais. D'accord. Des locaux qui, encore une fois, sous certains aspects, sont très bien, hein, c'est pas le problème. Moi j'ai dans mon staff des gens qui travaillent très très bien, lesquels j'ai confiance, mais il y a une notion générale. On va se heurter systématiquement à ce genre de problème sur une équipe de 4-5 personnes. Et bien tous les mois, il va y avoir un truc qui va foirer avec l'un d'entre eux. On ne peut pas se dire j'en aurai 5, c'est stable pour 2 ans, j'y crois pas. Ouais. Ce serait trop beau. Ouais. Il est maintenant venu l'heure de vous présenter le bistrot de Xan qui s'appelle Au Repère et il est situé dans le district 2 à Saigon. Comme son nom l'indique, ici c'est le repère pour socialiser, manger un bout ou boire un verre. Vous pouvez d'ailleurs opter pour ma bière vietnamienne préférée, la Huda Bia, que vous pouvez également apprécier en terrasse, entre amis, collègues ou potes d'un soir qui ensuite vous allez pouvoir défier au baby-foot pour déterminer qui va payer sa prochaine tournée. Tout à l'heure on en discutait. La chose la plus importante à réfléchir quand on s'expatrie, quand on s'immigre, enfin quand on part à l'étranger, c'est les visas. Tu as rapidement mentionné que tu es marié à une femme vietnamienne. Du coup, j'imagine que ton visa, c'est un visa que tu as grâce à ta femme vietnamienne ou autre chose? Non, c'est ça. D'accord. C'est ça, Donc ça fait combien de temps que tu es sur ce visa? Ça fait quelques mois seulement. Quelques mois seulement. Ça a été difficile de faire? C'était non, une fois que cette partie-là est faite, le mariage, ça va. Ce qui est compliqué, c'est si on n'est pas dans ce cas de figure, quoi. Si on n'est pas à vivre maritalement avec un Vietnamien ou une Vietnamienne, ça c'est plus dur. Donc du coup, tu as fait quand même pas mal d'années. Sur d'autres visas, comment tu as fait? Au début, j'étais sur ce système des visas de 3 mois renouvelables dont je parlais tout à l'heure. Et c'était finalement assez pratique de sortir une fois tous les 3 mois, c'était pas dérangeant non plus. Ça me permettait de faire quelques vacances. Et puis après, pendant la période Covid, il y a eu
le gouvernement était très inconstant sur les visas, mais ils ont donné des extensions de visas mois par mois pendant 1 an et demi, 2 ans. Et donc en fait, moi j'ai été sur ces extensions régulières, puisque on n'était pas censé passer les frontières des différents pays, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient coincés dans le Vietnam. Le problème, c'est que comme très souvent au Vietnam, le gouvernement réagit un peu à la dernière minute. Et donc 3 jours avant l'expiration de ton visa ou de ton extension de visa, tu ne savais toujours pas si ça allait être étendu à nouveau. Et donc les gens ont vécu quand même dans une certaine angoisse pendant 1 an et demi, 2 ans, comme ça. Mais quand même, ouais. Ça a été assez problématique, et quelquefois d'ailleurs, ton extension se terminait, il y avait 2-3 jours de flottement dans lesquels en fait tu étais sans papier, et le gouvernement annonçait que « Ah, c'est bon, l'extension est renouvelée encore une fois ». D'accord. Donc ça a été quand même un moment un peu curieux. Les gens ont assez mal vécu ça, parce qu'ils étaient soit prisonniers du Vietnam, soit prisonniers hors du Vietnam, puisque si tu sortais, tu n'avais aucune assurance de pouvoir revenir. Pour les gens qui avaient, comme moi par exemple, une compagne, des animaux de compagnie, des enfants, un business, et pour eux c'était très compliqué de savoir comment s'en sortir. Ouais. Bah ouais. Du coup maintenant... maintenant pour moi c'est plus tranquille, et là pour les gens qui veulent vivre maintenant ici au Vietnam, s'ils arrivent dans la même situation qu'a été la mienne, c'est-à-dire en qualité d'immigré, c'est quasiment impossible. Faut faire du visa run tous les mois. C'est lourd, c'est très lourd. C'est lourd, ça a un coût. C'est fatigant, tous les mois. Ouais. Et puis tu ne sais en fait jamais vraiment au final si tu vas re-rentrer, c'est ça aussi. Je sais pas, oui. Il n'y a rien de garanti non plus à 100%. Changer d'avis d'un côté ou de l'autre et t'empêcher de rentrer. Après, moi je vois quand même une situation qui est très problématique ici. Ce sont des gens qui ont du boulot. Beaucoup de gens qui sont dans le corps professoral notamment, qui ont du boulot, mais l'établissement ne leur fournit pas work permit, visa de travail. Voilà, de visa de travail, et donc ils ne peuvent pas faire valider un visa qui est autre que cette espèce de visa 1 mois touristique renouvelable. Et il y a beaucoup de gens, alors il y a dans les instituts d'enseignement ici, mais pas que ça. Je vois beaucoup de corps de métier dans lesquels les entreprises sont un peu réticentes à faire le paplard, et donc les gens sont dans des situations très problématiques. D'accord. Effectivement, le Vietnam et les visas, c'est très compliqué. C'est un des grands freins du pays. Très grand frein. Très grand frein. Souvent, le gouvernement aime bien faire des effets d'annonce. On a décidé que on allait devenir une destination touristique, ou qu'on allait devenir une destination pour les expatriés, etc. Mais en fait, c'est rarement suivi d'actions concrètes, notamment au regard de la politique des visas. Parce que quelqu'un qui veut être un digital nomade, par exemple, voilà, qui veut bosser à distance, il est graphiste, ou il est écrivain, ou il veut vivre en Asie et bosser à distance, il va forcément choisir un pays dans lequel il ne va pas être emmerdé tous les mois à devoir sortir comme ça. Exactement. Quelqu'un qui, de la même manière, veut faire un voyage un peu long au Vietnam, il est toujours obligé à un moment donné de sortir du pays. Tu vois, si tu veux faire 1 mois et demi au Vietnam, tu es un peu dans la merde. Donc tu dois faire 1 mois, tu dois sortir, re-rentrer. C'est compliqué et puis c'est ridicule. Ouais. Très ridicule. Et donc les pays autour, du coup, tirent leur épingle du jeu face au Vietnam, clairement, parce qu'ils sont plus malins sur la politique de visa. Clairement. La Thaïlande et l'Indonésie qui en profitent. Notamment, ouais mais c'est ces deux pays qui ont toujours été beaucoup plus, comment dirais-je, souple, voilà, sur ces questions-là. Ouais. Et je le vois encore maintenant. Là, il y a eu une encore période en Thaïlande où c'était un peu compliqué d'aller. Et là maintenant. Ils ont élargi leur gamme de visa d'ailleurs, la Thaïlande. L'extension de visa elle est encore plus longue. Il y a plus de visas, on peut faire des visas touristes de 9 mois, 3 mois. Ouais, sous certaines conditions, mais voilà, c'est possible. Quand t'arrives, on t'emmerde pas, on te met un coup de tampon, puis c'est tout. Et puis si t'as de la thune, tu fais un visa élite, tu donnes 15 000 balles, t'as 5 ans comme ça. Ouais. Bon, c'est une certaine somme, mais c'est possible. Tout à l'heure, on parlait des difficultés que t'avais, enfin, des difficultés générales à ouvrir un business et à gérer, à faire tourner un business au Vietnam. Ouais. Maintenant, j'aimerais savoir les difficultés que tu as rencontrées au Vietnam, mais de manière générale dans ton expatriation. Ouais.
Écoute, c'est sûr que la langue peut être un problème. La langue peut être un problème. J'ai fièrement passé 5 mois à l'école, à l'université, pour apprendre la langue vietnamienne. J'ai fait des cours intensifs, j'ai pris beaucoup d'efforts. Est-ce que tu as fait des progrès? Est-ce que ça t'a servi? Ouais, indéniablement. Mais tu vois, les 5 mois que j'ai passé à apprendre cette langue-là, si je les avais passés à apprendre une autre langue, du russe, de l'allemand, de l'espagnol, du suédois, je parlerais vraiment pas mal ces langues-là. 5 mois pour apprendre le vietnamien, c'est dur. C'est dur parce que c'est une famille de langues qui n'a rien à voir avec les langues européennes, comme tu sais. C'est la même famille de langues que le chinois, donc c'est complètement une autre manière de construire les phrases. C'est des langues qui n'ont pas de grammaire. Alors on se dit, tiens, s'il n'y a pas de grammaire, ça va être plus facile. C'est plus compliqué parce qu'on n'a pas le truc. C'est pile là qu'on piche qu'une grammaire, ça sert à quelque chose. Et donc c'est des langues dans lesquelles on va très souvent avoir des approximations. On va avoir du mal à piger qui parle à qui est sujet dans la phrase, qui est l'objet de la discussion. Indéniablement, le fait que ce soit une langue tonale, ça pose de grands problèmes. Il faut savoir moduler les tons. Le fait que ce soit une langue monosyllabique, c'est pas simple en fait, cette histoire-là. Et donc là, moi, après ces 5 mois, je lis pas mal, je suis un bon espion. Si j'ai un point d'entrée dans la conversation, j'arrive à peu près à piger ce qui se dit, mais par contre, je suis vraiment scandaleusement nul quand il s'agit de parler. D'accord. Ouais. Et alors, je vais parler, mais on va pas me comprendre. Et ça, c'est... Ouais, je pense que je suis pas le premier à te dire ça. Non, je le vis aussi. Donc. Ça, c'est ce qui est vraiment le plus difficile à mon avis au Vietnam. Ça, c'est vraiment difficile. Après, voilà, j'ai choisi de m'installer à Saigon parce qu'à Saigon, tu peux vivre en anglais pratiquement partout, et puis du vietnamien de base pour faire réparer ton scooter. Voilà, un peu baragouiner quelques mots, histoire de... Pour commander à bouffer, tout ça, ça pose pas de difficulté, tu peux très facilement l'avoir. Ouais. Après, pour parler bien vietnamien, franchement, c'est du travail. Hein. D'accord. C'est du travail. Avec ta femme, vous communiquez tout en anglais, donc du coup? Au départ, en anglais complètement, et puis maintenant, c'est devenu une espèce de sabir du vietliche. Ouais, en fait, on parle du français, de l'anglais, du viet en même temps. Waouh. C'est quand même l'anglais qui forme la base de la structure des phrases. Mais ouais, il y a un peu de tout. Alors en plus, moi, je tiens un bistrot dans lequel on sert du fromage, du sauciflard, des trucs comme ça. Et donc, par exemple, du pain, j'appelle plus ça du pain depuis très longtemps, j'appelle ça du banh mi. Et alors, à l'inverse, ma femme, le saucisson, elle appelle pas ça soupsik, elle appelle ça un saucisson. D'accord. Et donc, tu vas avoir des phrases du type My love, can you please give me the banh mi with the saucisson? Énorme. Et voilà, et tout va ressembler à ça. On parle d'un truc vraiment bizarre. Vous avez votre propre langage, quoi, presque. Ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup de couples internationaux qui font comme ça. Ouais. Et donc, ouais, je dirais 70% d'anglais, puis le reste, ça dépend. D'accord. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. D'autres difficultés qui te viennent en tête? Là, comme ça. Niveau culturel. Ouais. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a des trucs qui ont été difficiles à accepter? Est-ce que tu as eu des difficultés même à t'intégrer à la culture? Surtout que maintenant tu es marié. Ouais. Je vais te dire la vérité, je pense qu'on ne sera jamais vraiment intégré. Ah non, ça c'est sûr. Ouais. Si tu veux être vietnamien, il faut que tu naies au Vietnam avec une tête de vietnamien. C'est se bercer d'illusions que de croire qu'on sera intégré à un moment donné. Jamais de la vie. Et bon, après, moi je m'y suis fait assez vite à ça. Je m'y suis fait assez vite. Les Occidentaux peuvent être adorés et haïs en même temps. D'ailleurs, ils le sont. Ils sont adorés et haïs en même temps. Et donc, une famille va être à la fois heureuse de voir, par exemple, un homme occidental devenir le mari de leur fille. Mais néanmoins, ils considéreront toujours que tu es autre chose. Tu vois, t'es pas comme eux. Ça, c'est un truc que... Je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir du mal à le vivre. Moi, ça va, mais je comprends que ce soit difficile. De la même manière, si tu fais un enfant avec une vietnamienne, et même s'il est de passeport vietnamien, il ne sera jamais vraiment vietnamien. Il y a des métiers au Vietnam qui sont interdits aux enfants qui ont un des deux parents autre que vietnamien. C'est vrai. Ouais.
Tu vas pas pouvoir progresser dans le gouvernement ou dans l'armée, par exemple. Il y a beaucoup de postes qui te sont interdits. Donc ça, ce sera toujours un truc un peu bizarre. Ah, quand même, ouais. Ça, c'est étrange. Après... Ça, c'est discriminatif, quand même. Ah, là, on y est, ouais, là, on y est. Et autre chose, c'est que quand j'ai commencé à comprendre un peu le vietnamien, j'ai vu de quelle manière les Vietnamiens se parlaient entre eux. Et quelquefois, c'est dur quand même. C'est dur. Alors moi, je ne le vis pas trop, à nouveau, mais par exemple, ma femme a la peau un peu plus sombre que la plupart des Vietnamiens. Il se trouve qu'elle aime bien le soleil, que ça l'embête pas de bronzer, et que les Vietnamiens détestent ça, ils veulent être le plus blanc possible. Et donc si elle sort dans la rue et que les gens voient que sa peau, les bras sont nus par exemple, des gens que tu connais pas vont venir te choper le bras et te dire « Pourquoi tu te couvres pas ?» Et on va lui dire, elle est assez grande, tu vois, elle est assez grande, elle est assez large par rapport aux Vietnamiens. Ils disent « Pourquoi tu es si grande ? Pourquoi tu es grosse comme ça ? Ouais. Et pourquoi tu t'habilles pas avec une robe à fleurs ? Et pourquoi ceci ?» Ils sont très intrusifs en fait, très intrusifs. Et alors il y a deux choix, soit tu te vexes, et alors là c'est problématique, tu vas faire un ulcère très vite. Soit alors tu prends ça à la rigolade et tu dis tu m'emmerdes, hop, tu pousses la rombière qui vient comme ça t'envahir et tu t'en sors, mais c'est, je pense que ça doit être dur à vivre pour beaucoup de gens. Ça doit être dur, donc ça c'est des points que j'ai trouvé difficiles. Le fait qu'on est quand même sur des cultures où on t'espionne beaucoup, où on ragote énormément. Oh ça, au Vietnam, clairement, clairement. Ouais, on ragote beaucoup, et beaucoup de ragots, on va venir se permettre de critiquer. Même chose, tu vois, ma femme, qui est, encore une fois, elle n'est pas tendre, hein, donc du coup c'est bien, elle est protégée aussi. Ma femme va au marché. Avant que j'ouvre le bistrot, je passais beaucoup de temps à la maison, puisque une grande partie de mon travail, c'était l'écriture que je faisais dans mon bureau chez moi. Et les gens au marché lui disaient « Mais pourquoi ton mari ne sort pas ?» Elle dit « Parce qu'il travaille à la maison. » Il dit « Et pourquoi il ne travaille pas dans un bureau ?» Elle disait « Si, il travaille dans un bureau, mais à la maison, il a son bureau à la maison. » Alors c'est pas du vrai travail. Il devrait mettre une chemise avec une cravate et puis aller travailler dans un bureau à l'extérieur. Et elle avait beau leur expliquer de toutes les manières possibles que vraiment le gars il bossait, jamais c'est rentré. Et je pense que ça a ragoté pendant des années en disant « Regarde-moi ce feignant qui branle rien de sa journée. » Certainement. Ouais. Certainement. Donc ça, c'est des choses qui sont difficiles avec lesquelles il faut composer. Ouais. Culture du ragot, de l'espionnage, beaucoup. Ouais. C'est pas faux. Et au niveau du climat? Ben, en fait, ça dépend un peu des gens, quoi. Moi, je suis pas très fanat de la chaleur. Alors, vous allez dire pourquoi le mec a été s'installer comme ça en Asie, parce qu'il y a des choses que j'adore dans la culture asiatique. J'aime bien la nourriture asiatique. J'aime bien les femmes asiatiques, c'est une chose qui a compté à un moment donné de ma vie aussi. J'aime bien être proche de la mer, j'aime bien... Encore une fois, il y a des facilités de vie ici, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui sont agréables, mais pour moi, il fait un petit peu chaud. Et donc, cette chaleur comme ça, excessive, et ce taux d'humidité, à la longue, ça peut être pesant. Et moi, j'ai rencontré pas mal de gens, notamment, qui sont un peu âgés, qui se sont dit tiens je vais venir vivre en Asie mes vieux jours et puis le climat va être parfait pour moi, et en fait pas forcément. Tu vois, d'avoir tout le temps chaud, d'avoir une saturation en humidité de l'air, ça fait que j'ai vu beaucoup de vieux moi faire des malaises et repartir vers des climats plus secs et plus tempérés, parce que ici tu peux vite te sentir mal. Est-ce que toi, à titre personnel, le climat ici au Vietnam, notamment dans le sud du Vietnam, ce serait quelque chose que tu pourrais prendre en considération dans le futur? C'est-à-dire qu'en fait, ça jouerait sur le fait de oui ou non rester au Vietnam. Ça peut, je pense, ouais. Si par exemple un jour, il n'y a pas de raison, mais enfin si je développe des problèmes cardiaques, quelque chose comme ça, bah, je sais pas, je pense qu'un climat de ce genre-là, ça peut vite t'amener à des situations où tu manques un peu d'air et où tu te sens mal. Ouais, ça pourrait. Après, il faut considérer la pollution aussi. C'est du costaud en Asie. Ouais, c'est du costaud. Quelquefois, tu te promènes et tu vois une espèce de brume à quelques mètres devant toi et tu te dis tiens, qu'est-ce qui se passe, il va pleuvoir. Pas du tout. Parfois, c'est qu'on a des pics de pollution qui sont vraiment énormes.
Ça joue. Ça joue, ouais. Ça, ce serait vraiment quelque chose qui pourrait donc peut-être... Ouais, ça peut. Hein. Ouais. Y a des gens, pareil, moi j'en connais, qui sont venus, qui ont développé des problèmes respiratoires ici. Ah ouais, d'accord. Qui n'avaient pas en Europe du tout. Mhm. Et quand ils rentraient en Europe, ils disaient ah oui, mais avec moins de pollution de l'air notamment, ça va mieux. Okay. Ça va mieux. Donc ça c'est un élément. Ouais. Ok. Après il y a c'est en train de se régler, mais il y a eu une problématique de saleté quand même au Vietnam qui a été importante. On voit beaucoup de très jolies photos du bord de mer vietnamien. Ouais, en fait, quand il va dans le bord de mer, tu baignes souvent avec les sacs plastiques. Hein. Alors, il nettoie de plus en plus. Donc, ça, je pense que ça va se résoudre, mais à un moment donné, c'était quand même problématique. Autre chose, tout à l'heure, hors caméra, tu m'as dit que tu as des chats. Ouais. Et que ces chats t'ont suivi de la France au Vietnam. Ouais. Est-ce que ça aussi, ça n'a pas été justement une difficulté? Ouais, ça a été compliqué. Alors, pour être exact, j'ai 2 chats que j'ai ramenés de France. Et donc qui sont venus s'installer avec moi au Vietnam, et en plus j'ai adopté des chats vietnamiens. Donc il y a plusieurs difficultés relativement au fait d'amener des chats ou d'avoir des chats dans un pays comme le Vietnam. Pour ce qui est d'amener les chats, ça a été un peu galère, ouais. Ça a été un peu galère parce que déjà il faut faire des passeports, en tout cas à mon époque, hein, à ce moment-là. Il fallait faire des passeports pour les animaux, ouais. Il fallait faire un certain nombre de vaccins, et si mon souvenir est bon, il fallait leur faire un test anti-rabique pour vérifier s'ils n'avaient pas la rage. Et c'est un test qui se faisait seulement un certain nombre de jours avant le moment où tu prenais l'avion. Donc tu devais quand même acheter les places pour les bestioles, parce que par ailleurs ça coûte. Je crois que ça coûtait la moitié du prix d'un billet d'avion pour un être humain. Ah ouais, d'accord, là qui font 5 kilos, ouais, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était un peu une galère. Et si jamais les tests ressortent pas bons, bah, les billets d'avion, c'est perdu. On ne te les rembourse pas, quoi, ouais. Ouais. Donc ça a été un truc un peu galère. Néanmoins, les vétos en France savent bien de quoi il est question. Ils peuvent filer un coup de main normalement, en particulier dans les grandes villes. Ils ont déjà été confrontés à ça. La chose qui m'a vachement surpris, c'est que quand j'étais à Charles de Gaulle, à Paris, pour déposer les chats, donc il y a une petite cage spéciale, ça c'est pareil, ils demandent vraiment des cages particulières, avec des tailles particulières. La compagnie aérienne ou le Vietnam? Non, c'est la compagnie aérienne. D'accord. En fait, c'est vraiment les compagnies aériennes qui posent problème là-dessus. D'accord. Donc, quand on amène des animaux, il faut vraiment faire très attention à ce que cette compagnie aérienne spécifique qu'on va prendre requiert pour les animaux. Il y a quand même beaucoup de papiers, voilà, à faire. Il y a ces cages-là à acheter. Et quand j'ai amené les chats donc, à Charles de Gaulle, je les ai déposés dans un bureau particulier pour les bagages spéciaux et donc aussi les animaux de compagnie. Et j'étais censé récupérer mes bestioles de l'autre côté à Saïgon, dans un bureau du même type. Sauf que, évidemment, quand j'arrive à Saïgon, le bureau du type en question, il est fermé, que mes bestioles sont pas dedans, donc je tambourine. Il y a un mec, la gueule enfarinée, qui sort en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» J'ai dit bah, « et mon chat, où il est ?» Le mec lui dit « mais il n'y a pas de chat ». Je dis oh, « vous foutez de ma gueule, il était dans l'avion quand je suis rentré, donc il y a forcément un chat. » Et puis, par désespoir de cause, je vais regarder sur le truc à bagages là qui tourne. Non, il y avait les chats. Bah si, mes chats ils étaient en train de tourner quoi. Ouais. Oh, bon, ben. Donc ça leur a fait une expérience un peu traumatisante quand même. Ah, donc ça c'est un truc à prendre en compte, c'est très stressant et pour nous et pour les bestioles. Bon après je vous rassure, ils se sont très bien remis hein, de tout ça, il n'y a pas eu de problème. Et quand mes chats européens sont arrivés ici, ils ont eu du mal un peu à se faire à l'air du Vietnam. Ah, ok. Et donc pendant les 2-3 premiers jours, ils avaient la langue sortie tout le temps. Ils avaient l'air d'avoir des difficultés à respirer, à tel point que j'ai cavalé moi dans un magasin d'électroménager pour acheter une clim pour les chats. Je me suis fait engueuler par mon ex-femme. Et donc j'ai installé la clim en urgence pour rafraîchir les chats. Alors, je vous rassure, au bout d'une semaine, en fait, les chats s'étaient très bien habitués. Ça fait des années qu'ils vivent là, il n'y a plus de difficultés. Mais ça peut être un truc stressant qui peut inquiéter les gens. Ouais. Ça peut inquiéter beaucoup. Après, je sais que les faire venir au Vietnam, ça a été. Les chats que j'ai adoptés au Vietnam, les faire partir vers l'Europe, ça promet d'être une galère. Parce que là, il y a beaucoup plus de normes et quand on arrive en France, c'est moins foutraque qu'à l'aéroport de Saïgon. Donc je pense qu'en France, ils vont vraiment vérifier la paperasse. Il se peut qu'il y ait une problématique de quarantaine à gérer. Donc
j'envisage qu'il y aura quand même pas mal de contrariétés et de stress au moment où je voudrais faire le voyage dans l'autre sens. Je répète, ça fait à peu près 5 ans que tu es ici. Ouais. Donc bon, tu as quand même maintenant un certain vécu, ouais. Tu peux un peu donner un certain avis. Et tu peux donc voir les choses que tu aimes et les choses que tu aimes moins, même que tu n'aimes pas, ici au Vietnam. Alors on va commencer, si tu peux nous dire déjà ce que tu aimes bien sûr, ici au Vietnam. Il y a quand même caractère un peu relax de la vie. D'accord. Ça c'est une chose que j'aime bien. Bon, moi je suis un oiseau de nuit. Je trouve extrêmement agréable de pouvoir avoir tout un tas d'endroits qui sont ouverts la nuit. Beaucoup de supérettes, de choses comme ça sont ouvertes nuitamment. C'est vrai qu'on peut, avec le motorbike, à nouveau, on peut se promener facilement. Si on veut faire un déplacement vers une autre ville, les billets de bus, de train, ça coûte pas cher. Donc il y a de vraies facilités dès lors qu'on a un tout petit peu d'argent. Ça, c'est vraiment ce qui est formidable ici. Je disais que tout à l'heure de cuisiner chez soi, de ne pas pouvoir cuisiner chez soi comme on faisait avant, c'est une contrainte, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est aussi un plaisir de pouvoir manger dehors un peu tout le temps. Les deux choses coexistent. Je trouve que, de façon générale, même s'il y a cette culture du ragot dont je parlais tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de gens sympas. Beaucoup de gens sympas, tu as un problème sur la route, les gens vont s'arrêter pour te filer un coup de main. Les paysages sont sympas, tu peux aller assez rapidement au bord de la mer. Il y a des montagnes qui sont agréables, il y a la baie d'Along, il y a toutes ces baies qui sont très jolies. Bon, il y a quand même un certain nombre d'avantages, des services à la personne, là où ça coûte vraiment très cher d'aller faire peut-être une manucure, d'aller au coiffeur, d'aller au massage, d'aller au barbier, de faire des choses comme ça. Ici, tu peux le faire très facilement, c'est de très bons services, ça coûte rien. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont agréables quand même, beaucoup de choses agréables ici. Quand on met tout dans la balance, il y a des choses qui saoulent, mais j'y trouve toujours plus de choses positives, sinon je serais plus là. C'est certain. C'est certain. Donc du coup, ça c'est les points positifs que tu aimes et qui font que tu restes là. Ah oui. Mais les points négatifs, ce que tu n'aimes pas. Pour moi, il y a deux points négatifs principaux. Le premier, c'est qu'il y a un grand conformisme dans la mentalité des Vietnamiens. Et c'est un peu pesant à la longue. C'est un peu pesant de voir qu'il est très difficile de trouver des gens originaux. Il y a des règles de vie qui ont l'air un peu immuables. Bon, c'est sûr, le gouvernement les répète à l'envi, et puis les gens les répètent eux-mêmes. Quand tu vois qu'une nana, par exemple, qui ne va pas être mariée à 25 ans, 27, 28 ans, les gens vont commencer à dire qu'elle est périmée. C'est le terme. C'est le terme. Ils disent qu'elle est périmée. Dès lors qu'elle n'aura pas fait un enfant autour de 20 ans et un autour de 25 ans, on va considérer qu'elle est quand même plutôt une mauvaise fille, que c'est ça qu'on devrait faire. De manière générale, voilà, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est très prégnant, c'est très important dans la société viette. Et donc tout choix original va toujours être regardé encore plus fort de travers qu'il ne l'est ailleurs. Donc ça, c'est un truc qui pèse beaucoup. Et en second lieu, mais du coup c'est un peu lié à ça, je trouve que le fait qu'il n'y ait pratiquement pas de vie culturelle au Vietnam est un vrai problème. Particulièrement dans le sud Vietnam, où c'est un désert culturel complet. Et c'est pas étonnant, puisque de toute façon les gens qui font profession d'artiste sont conspués, et donc ils partent. Et quand tu essaies de faire des activités artistiques, tu vois que ça intéresse pas beaucoup les gens, parce que vraisemblablement ceux qui sont intéressés se sont déjà tirés. Ah ok, Voilà. Et donc ça, c'est un truc qui est problématique. Qui est problématique. La culture de façon générale est très peu développée. À nouveau, bon, moi j'aime des musiques qu'on considérera comme alternatives. Je suis un gars du métal, du rock'n'roll, de la punk, de ces musiques-là. C'est très peu représenté. C'est des scènes qui sont très peu représentées, très peu de concerts qui viennent jusqu'à nous ici. Un petit peu plus à Hanoï, se dit-il, mais j'y vis pas, je ne sais pas.
Ça, c'est un truc qui est emmerdant. Ouais, je pense que ça pèse beaucoup. Donc, voilà, le conformisme et le manque un peu de vie culturelle. D'accord. Ouais. Ok, maintenant, tout autre sujet, mais qui va en intéresser plus d'un, qu'il y en a pas mal qui se posent la question avant de s'expatrier, c'est au niveau de la santé. Ouais. Au cas où tu as un problème de santé ou un accident, chose que je ne te souhaite vraiment pas, Ouais. comment tu fais? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es couvert? Est-ce que tu cotises encore en France par l'intermédiaire de la CFE? Ouais. Comment ça se passe pour toi? Comment tu gères ça? Je suis un très très mauvais exemple. Tu as un très mauvais exemple. Ouais, Alors, parce que dis-nous je tout. cotise à rien du tout. Et je pense que c'est une connerie. Il faut que je commence à réfléchir un peu sérieusement à ça. Ouais. Est-ce que tu as une assurance? Non. T'as pas d'assurance? Non, non. Ok. Est-ce que tu crois beaucoup en Bouddha? Non, pas pour un rond du coup. Non. Ok, donc tu crois beaucoup au facteur chance alors? En fait, il faut que je me rende compte maintenant que je ne serai pas éternel. Ouais. Et comme j'ai jamais eu de pépins de santé, j'ai toujours été un petit vénard, j'ai toujours été bien robuste. C'est des choses que je regarde pas de trop près. D'accord. Pour l'instant, j'essaie d'être prudent dans mon quotidien pour pas prendre un grand carton sur la route, notamment. D'accord. Mais ouais, je suis pas le meilleur pour répondre à ce genre de choses. Non, mais tu es honnête, je sais pas trop moi-même. Voilà, pour l'instant, je cotise à rien. Il y a quand même une assurance pour les Français à l'étranger qui existe, qui est un truc sur lequel il faut vraiment que je me penche. Et pour le coup de la retraite, bon, alors dis-toi quand même que moi j'ai démarré en étant étudiant très longtemps. D'accord. Après, j'ai bossé dans les musées en qualité de guide conférencier, donc c'était des contrats. D'accord. Après, j'ai bossé comme comédien, comme écrivain. Donc, si tu veux, j'ai déjà pas cotisé grand-chose. Ce que je fais là en ce moment, ça cotise rien de par le fait. Donc, est-ce que tu essayes de te préparer par toi-même ou tu reportes et j'en suis très mécontent parce que je pense que c'est pas comme ça que des pays sérieux devraient fonctionner, mais malheureusement, je suis obligé de faire ça. Ouais. Je suis obligé de voir par moi-même. Si à un moment donné il y a moyen d'acquérir un petit bout de terrain quelque part, une petite maisonnette qui pourra nous accueillir quand nous serons vieux et croulants, ça m'intéressera. Mais non, pour l'instant, je cotise pas tellement. Ouais. D'accord. Ok, on change de sujet. Une question que je pose tout le temps, c'est qu'est-ce qui te manque de la France? Alors, en fait, maintenant, plus trop grand-chose. Parce que ce qui me manquait, pour l'essentiel, j'ai réussi à le recréer en ouvrant le bistrot. Il me manquait un peu les lieux de sociabilité français. D'accord. Tu peux aller dans un endroit et discuter de tout et de rien. Parce que c'est pas la manière de faire vraiment au Vietnam. Les lieux sont beaucoup plus anonymes en réalité. Et donc ça, c'est un truc que j'ai réussi à recréer ici. Il me manquait un petit peu la communauté des joueurs. Ça, j'ai réussi à le créer ici. Pour la bouffe, moi, je vis littéralement dans le fromage et dans la charcuterie ici, donc j'ai plus vraiment de problème non plus. Donc, ce qui va me manquer, c'est des choses qui sont un peu liées à ce que je disais précédemment. À nouveau, l'absence de vie culturelle, un peu. Ouais. Peut-être une infrastructure de transport en commun qui serait un peu sérieuse, serait bienvenue. Par exemple, je me rends compte que je lis plus de trop. Alors moi j'adore lire, mais je lisais quand je prenais le métro. J'étais assis avec le scooter, tu lis plus vraiment non plus. Donc, ça a été compliqué. Et donc une infrastructure de transport en commun. Moi je préférerais, tu vois, prendre un métro qu'être au scooter tous les jours. Voilà, mais c'est quelques petits trucs assez mineurs finalement. Assez mineurs, c'est des copains, mais les copains ils vont venir me voir, tu vois. Si, l'andouillette, introuvable au Vietnam, l'andouillette, quasi introuvable. C'est dingue. Il y a quelquefois des sociétés qu'on importe, mais à des prix vraiment délirants. Donc ça, c'est peut-être la chose. Si je rentre en France, je mangerai des andouillettes, je mangerai des olives, parce que ça se trouve ici, mais c'est incroyablement cher. Et voilà, mais c'est très peu de choses en fait, maintenant. Ouais. D'accord. Tu parlais que ici, grâce au bistrot, tu as retrouvé le contact un peu, le contact, je veux dire, social. Ouais. Est-ce que tu dirais que, mettons, on met de côté le bistrot,
Est-ce que tu dirais que c'est compliqué de se faire ses amis quand on s'expatrie? C'est pas trop facile, ouais. C'est pas trop facile. En particulier de se faire des amis asiatiques, c'est difficile, en fait. Se faire ami avec d'autres occidentaux qui sont installés ici, ça peut encore se faire. Mais avec les locaux, c'est compliqué. Tu vas très rapidement avoir une relation sympa. Une relation de surface où tu bois des coups, y compris tes voisins t'invitent assez volontiers à boire un godet s'ils sont en train de se taper une bière comme ça à même le trottoir. Mais après avoir une relation vraiment d'amitié profonde telle qu'on l'entend, c'est difficile. Pour être honnête, j'en suis même à me demander si ce concept d'amitié n'est pas un truc exotique en réalité pour les Asiatiques. Ah d'accord. Je pense qu'ils ont d'autres types de relations. La manière dont ils envisagent les gens moins comme individus, mais comme partie d'un groupe social, genre c'est la famille, c'est les gens de tel endroit. C'est un truc qu'on fait moins en Europe. Et la notion de vraie amitié, des gens avec lesquels on peut vraiment, en qui on peut avoir confiance, auxquels on peut se confier. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas vraiment ici. Il n'y en a pas vraiment. Et d'ailleurs, quand je discute avec les quelques amis asiatiques que j'ai, avec ma femme, avec mon staff, et ils me disent « Ah, j'étais à l'école avec Bidule, c'est mon ami ». Et puis en fait, je me rends compte qu'ils se sont vus à l'école, qu'ils n'ont jamais vraiment fait de sortie ensemble, qu'ils ne se connaissaient pas tellement. Et en fait, ils ne se connaissent pas, quoi. Tu vois, nous, on aurait appelé ça une connaissance. Et j'ai l'impression qu'ils ne font pas trop la distinction entre une connaissance et un ami. J'ai vu des exceptions, hein. J'ai vu des gens qui avaient l'air de savoir ce que c'était, mais c'était presque toujours des Asiatiques qui avaient déjà une vraie inclinaison pour les cultures européennes. Qui n'étaient plus des Vietnamiens pur sucre, qui avaient déjà été un peu changés par la fréquentation des étrangers. D'accord. Donc je me demande, peut-être je me gourre complètement, hein, mais c'est l'impression que ça me donne. J'ai l'impression que l'amitié est un truc exotique. De la même manière que l'amour tel qu'on l'envisage nous, l'amour passion, si on peut dire, l'amour profond, et un truc qui se développe maintenant en Asie, mais je crois que c'était pas le cas il y a encore très peu de temps. Je pense qu'on envisageait les rapports matrimoniaux du point de vue de la situation sociale, du patrimoine, de toutes ces choses-là, et que l'amour à proprement parler, c'était très secondaire. Maintenant, ça change. Vraiment, les jeunes générations sont différentes. Mais j'ai l'impression que c'est la question qu'on pose à propos d'un futur mari, c'est est-ce qu'il a une situation? Ah, pour nous, ça nous rappelle les années 50, quoi, tu vois, c'est un truc d'un autre monde. Et ici, c'est encore un truc vachement important. Ça a son importance. Voilà, c'est des réflexions que je me fais. À nouveau, c'est très discutable et peut-être je me plante, mais je vois quand même un faisceau d'indices qui m'amène à penser ça. D'accord. Voilà. Intéressant. Et est venue l'heure de la dernière question, qui est, de manière générale, quel conseil pourrais-tu donner à des gens qui aimeraient s'expatrier? Vraiment de manière générale. N'importe quel pays, plus ou moins. Il y en aurait plusieurs. En premier lieu, je dirais que ça semble une évidence, mais ça vaut le coup de venir plusieurs fois, faire des séjours, si possible un peu longs, avant de venir s'installer vraiment. Je pense que c'est une première chose. En second lieu, s'intéresser très fort à la question de la soutenabilité de la situation. C'est-à-dire, si j'arrive, est-ce que par rapport au visa notamment, c'est soutenable mon histoire? Est-ce que je vais pouvoir renouveler les visas facilement? Par rapport à l'argent, évidemment, d'être sûr d'avoir un pécule suffisant pour se maintenir les premiers mois, le temps de trouver une situation. Ça, c'est des trucs vraiment très généraux. Spécifiquement, ici, j'ai envie de dire qu'il faut être bien armé intellectuellement aussi, et pas trop se laisser tordre par les gens qui sont déjà là. C'est curieux comme phrase, je vais m'expliquer.
En fait, il va y avoir dans le public des expatriés installés ici, beaucoup de gens qui vont tenter de vous décourager. De dire oui mais regardez, moi j'ai fait comme ça, c'est quand même autre chose. Ah oui mais à l'époque où moi je suis venu c'était possible mais maintenant ça ne l'est plus. Ah ça mais les Vietnamiens n'ont pas besoin de vous pour le faire mon pauvre ami. Ah ça oui j'ai vu plein de Français qui ont fait ça et ils se sont ramassés. Et donc il y a quand même une grande part de négativité qu'on prend dans les dents au départ. Il faut entendre ce qu'ils disent, il faut en tirer la substance, c'est-à-dire pourquoi les gens se sont ramassés. Très bien, on peut apprendre de ces cas-là, mais il ne faut pas se laisser contaminer par la négativité générale, parce qu'en réalité, on est encore sur des pays où quand on veut faire un truc, peut-être on peut encore y arriver. Donc tu vois encore des opportunités ici? Ah ouais, j'en vois plein, ouais. J'en vois plein, moi j'ai plein d'idées de temps en temps. Je me dis, tiens, il manque ça comme type de business, ou alors un mec qui ferait tel type de truc, ça marcherait bien. Et donc en fait, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités, il ne faut pas se laisser décourager. Voilà, ça c'est quand même la note importante. Il reste encore des choses à faire, il reste encore des endroits à aller développer. C'est un pays où la population est quand même relativement jeune. C'est un pays qui est finalement quand même assez dynamique, il y a plein de choses à y faire, plein de choses. Donc ouais, mon conseil, vous laissez pas plomber par les autres. D'accord. Croire en soi. Ouais, je pense, ouais. D'accord. Et essayer, peu importe le résultat. Il faut être raisonnable. Voilà, ce qui est avantageux aussi, c'est que ça peut être un laboratoire ici. On peut tenter des expériences, notamment des expériences de business, avec pas beaucoup de sous. Voilà, alors tu dis, si j'ai un investissement pour tenter un petit truc et mon investissement c'est 2000 balles, tu le fais, si ça marche c'est super, si ça marche pas t'as paumé 2000 balles, c'est triste mais tu peux t'en remettre. Voilà, et ça c'est quand même un truc qui est très avantageux ici. Donc ouais, bien se préparer, faut pas arriver complètement ébahi de tout, en pensant que tout va bien se passer. Il y a des trucs qui peuvent virer très mal, ça peut mal se mettre. Mais si on est un peu préparé, un peu câblé intellectuellement, et qu'on a un peu la rage, je pense qu'on peut faire des trucs. Ouais. D'accord. Ne laissez pas les autres éteindre votre rage. Très bien. Voilà. Très bien dit, c'est bien. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci Xan d'avoir accepté l'invitation. Franchement, super interview, super intéressante. Je pense que ça va intéresser plus d'un. Et ceci dit, les aventures au Vietnam continuent, les aventures en Asie continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Moi, tu dois faire une bizette, hein, tu dois faire une bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour votre prochain voyage. À bientôt.